La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Sur le pont, une émission sur les coulisses du fonctionnement de la compagnie Caravelle, l'occasion de mettre en lumière les matelots de la compagnie, l'histoire, la démarche artistique, politique et sociale de celle-ci. Donc, qu'est-ce que je fais de ce mot ? Inceste. Là, la fabrique du silence. En fait, c'est ça, c'est une vie de non-dit, on dit ça. Mais mon corps s'en souvient. C'était vraiment, j'avais plus le choix. Interrompre la chaîne. Je suis une seule femme, mais je porte dans mon corps toutes les histoires qui m'ont été racontées. Regarde-moi folle parmi les saints, celle qui parle au repas de famille à qui on dit non. Non, toi tu te tais, toi tu mens, arrête maintenant, toi tu te tais. Ça résonne, ça sonne, ça bruisse, comme le cri social de notre siècle, comme un parterre de fleurs, ça résonne, ça sonne, ça bruisse, comme des dignités qui ressurgissent, comme des luttes insatiables, comme une tendresse au cœur de solitude grave. Ça résonne, ça sonne, ça bruisse. Bonjour Camille Desgeorges-Ruffeler. Bonjour. Bonjour Antoine Guillot. Bonjour. Bonjour Jérémy Muatier. Bonjour. On vient d'entendre le teaser de la nouvelle création de la compagnie Caravelle au creux de la Brèche. Le teaser commence. Qu'est-ce que je fais de ce mot inceste ? Il y a quand même pas mal de spectacles qui parlent des abus sexuels. Est-ce que c'était une nécessité de parler de l'inceste ? Eh ben oui, et puis de trouver comment est-ce qu'on en parle nous à notre manière avec les outils qu'on a. Donc déjà de pas forcément avoir une histoire qui raconte une histoire d'inceste chez une personne, que ce soit une autobiographie ou je ne sais quoi, mais là on a une forme qui rassemble des histoires. On a une phrase au début du spectacle par exemple qu'on entend dans le teaser d'ailleurs, je suis une seule femme mais je porte dans mon corps toutes les histoires qui m'ont été racontées. Donc c'est comment est-ce qu'on a construit ce spectacle, évidemment en se documentant et puis en rencontrant des victimes, des agresseurs aussi, pour travailler sur qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces histoires, et il y a des points communs évidemment, qu'est-ce qui diffère aussi, pour trouver des particularités, des individualités, et voilà comment est-ce qu'on construit ce récit commun, et puis avec les outils qu'on a, donc c'est-à-dire d'utiliser la musique, donc violoncelle avec looper, donc qui permet de faire des boucles et de construire une première matière sonore qui est récupérée aussi par Jérémy. Peut-être que tu peux en parler. Oui, on a une technique un peu complexe quand même dans ce spectacle. C'était une volonté de base d'utiliser le plus d'éléments possibles spectaculaires dans le spectacle pour arriver à ce sujet-là. C'est pas parce qu'on a un sujet dense, complexe qu'on peut pas Transposer, faire spectacle. Voilà, faire spectacle du point de vue du spectaculaire. Techniquement, en fait, il y a Camille qui est toute seule sur scène avec son violoncelle. Elle a plusieurs micros autour d'elle. Son violoncelle, son micro-voix. Et je récupère son violoncelle et sa voix. Et son violoncelle, il est séparé en deux. Dans ce que je récupère, il y a son violoncelle tout seul et son violoncelle en sortie de son looper. Parce qu'elle a un looper à ses pieds qui lui permet de faire des boucles, de jouer par-dessus elle-même. Plus elle a des pédales d'effet. Et moi, après, je récupère ces trois arrivées sonores là et j'en fais à peu près ce que je veux. Je les transforme, je les enregistre, je les renvoie. C'est l'avantage du numérique aujourd'hui. Avec un ordinateur, on peut transformer comme on veut avec les contraintes d'un ordinateur, mais le son. Alors est-ce que ça veut dire que c'est un spectacle qui n'est jamais le même ? Oui, mais pas que par la musique, parce que la musique est aussi très improvisée, mais par aussi la construction du spectacle en général est faite de cette manière-là. C'est-à-dire de cette manière où les choses peuvent évoluer d'une présentation à une autre. Et comment on gère c'est une forme d'improvisation ? On a quand même évidemment notre trame, comme on impro musical, on sait où on va.
Et après, évidemment, il y a des choses qui diffèrent musicalement ou dans l'état. Enfin, l'idée, c'est que la parole produit l'état, corporel, etc. et part de cet état aussi. Donc oui, il y a des choses qui peuvent différer d'une représentation à l'autre. Alors, on va peut-être préciser que c'est un spectacle qui lie musique, danse, théâtre, chant, donc qui est dans une certaine forme de polyvalence. C'est facile à gérer ces différentes formes artistiques? Non, surtout que de base, dans le spectacle, il n'y a pas eu un casting qui a été fait en conséquence. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Non mais c'est important, on n'a pas choisi quelqu'un qui savait faire de la MAO, on n'a pas choisi quelqu'un qui savait danser, on n'a pas choisi quelqu'un qui savait chanter, on n'a pas choisi quelqu'un qui savait faire du théâtre, on n'a pas choisi quelqu'un qui savait faire du violoncelle, si quand même un peu. Petite balle perdue, allez hop. Non mais ce que je veux dire c'est que... C'est un spectacle formation alors en fait, c'est... spectacle formation comédien. En fait c'est plutôt... Il y a peut-être un objectif derrière tout ça. Je dis qu'il n'y a pas de casting, mais un peu, c'est-à-dire que c'est un peu... du coup c'est la volonté inverse. C'est pas... on a des objectifs techniques, du coup on va prendre des personnes en conséquence. C'est plutôt... on a des objectifs artistiques, et ne pas prendre des personnes en conséquence fait qu'on va arriver à un résultat qui n'est pas... si je puis dire conventionnel, enfin il n'y a pas de résultat conventionnel dans tous les cas, mais ma façon de gérer mon logiciel n'est pas du tout classique, et la façon qu'on a de dialoguer, je crois que les gens sont très carrés, c'est soit on utilise un looper, soit on utilise un logiciel, et encore moins à deux personnes. Donc on dépasse les conventions. Oui, et en fait c'est là où c'est un duo, parce qu'en fait on fait le même travail avec Camille. Alors on allait venir à ce duo que vous formez tous les deux. Oui, on fait le même travail avec Camille, mais on est deux. Et on n'a pas du tout la même façon de se synchroniser. Parce que moi, je me synchronise avec un ordinateur et un looper. Et Camille... Qui est violoncelliste. Et, je ne sais pas si on l'a dit. Enfin bref. Et du coup, notre écoute... ça pour une le coup, interaction entre vous, forcément. Oui, qui est un peu technique, mais nous justement on essaye de supprimer cette comment dire, on s'arrête pas à ce problème technique, on le transforme. Mais en fait c'est un peu ce que je dis à mes élèves, parce que je suis professeur de clarinette aussi, et ce que je dis à mes élèves c'est en fait ça sert à rien de vouloir travailler un trait pour le travailler le plus vite possible. Il faut juste faire de la musique, et donc pour faire de la musique, si à cet endroit là t'as besoin de ralentir, tu ralentis, mais il faut juste que ce soit musical. Alors après faut voir comment on fait, mais c'est toute la question qu'on s'est posée pendant du coup 2 ans, parce que ce spectacle a mis 2 ans de création à cause aussi de tout ça. Est-ce que c'est quelque part une volonté de la compagnie Caravelle d'aller chercher justement des personnes qui n'ont peut-être pas une formation conventionnelle et d'amener justement avec une thématique qui est quand même importante, enfin tout est important quand on parle de théâtre finalement, mais particulière et qui pose quand même de nombreuses questions. Est-ce que c'est une volonté de la compagnie d'aller chercher justement des personnes qui n'ont pas cette formation pour aller finalement aller plus loin dans un spectacle comme celui-là? Effectivement, c'est intrinsèque au travail de la compagnie dans ce spectacle, mais dans d'autres, hein, Dixit, l'émission Sur le pont qu'on a fait sur Guillotine, et ça crée à Lumière. En fait, cette démarche de prendre des personnes qui sont pas spécialistes de MAO ou de danse, ou voilà, veut dire que de toute façon, on se met dans des positions, on se met en danger en fait dans la création, et on doit faire appel à des ressources personnelles, intimes, des ressources du groupe qui se créent aussi autour de cette création, qui sont pas des ressources techniques, mais qui sont des ressources peut-être plus humaines, et ça rejoint aussi la façon pour nous, et pour moi c'est quelque chose de très politique de créer comme ça, sur quelle place doit avoir le théâtre dans la société, quel rôle peut avoir une compagnie dans la société aujourd'hui. Le fait on s'empare, on crée ensemble, on se met ensemble pour créer quelque chose avec un objectif commun, celle de s'emparer de ce sujet de l'inceste, qui est quand même, parce qu'on peut aussi se poser la question de pourquoi on s'empare de ce sujet-là, qui est quand même un phénomène de société qui est intrinsèque à la construction de nos sociétés occidentales, et comment on s'empare de ça. Si c'est c'était pas l'objectif pour nous de raconter une énième histoire personnelle, comme Camille le soulignait tout
à l'heure. Mais qu'est-ce qui est dans la nature de ce processus d'inceste et qu'est-ce qui est dans la nature de cette société qui permet que ça soit possible. Voilà. Donc en fait, on répond avant tout, on répond en tant qu'être humain et ça nous force à être dans cette position plutôt que de répondre en tant que technicien d'un art ou d'une discipline particulière. Alors, on va parler de la construction du spectacle, puisque dans le teaser, on entend des voix qui ne sont pas la tienne. Et quand on lit la note d'intention, elle commence comme ça, elle est seule sur scène, son violoncelle, c'est une voix qui parle pour d'autres voix, pour dire l'inceste, le dénoncer et mettre en scène les situations, les sentiments et les états. Tu parlais des états tout à l'heure, que toutes celles et ceux qui l'ont vécu ressentent mais ne disent pas et ne diront peut-être jamais. Donc à partir de cette description quelque part du spectacle, donc tu es cette voix, mais du coup comment on en vient à devenir cette voix, par quel procédé on passe, par quelle construction, comment tout ça se met en place, donc on va peut-être parler des enregistrements, comment ça s'est produit, comment ça s'est fait, comment ça vient à l'esprit déjà, comment on se dit tiens, pour parler de l'inceste je vais aller chercher du concret, parce que c'est ça, c'est aller chercher du concret. Bah, je pense que donc déjà dans un premier temps le travail de recherche il a été fait à base de lecture, de podcasts. Est-ce que tu pourrais dire lesquels ? On peut préciser davantage ? Je pense à Neige Sino, au berceau des dominations de Dorothy Ducy, pardon. 2 ou 3 choses dont je suis sûre, de Dorothy Allison. Donc c'est une vraie documentation, on va chercher les choses à la source. Ouais. Et en même temps, du coup, ça veut dire qu'il y a c'est des rendus qui nous ont été donnés de l'inceste, alors qui sont des biais soit anthropologiques, soit autobiographiques, et qui sont choisis. Enfin, en tout cas, les informations, elles sont choisies pour être lues. Qu'est-ce que ça fait que de rencontrer des gens, de pouvoir discuter avec eux, c'est une autre source d'information qui n'est pas la même, qui n'a pas la même forme. Voilà. Et quel intérêt on a à aller chercher cette source-là ? Qu'est-ce que ça apporte finalement ? Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, ça permet de voir l'ampleur déjà du nombre de personnes. En fait, quand on a fait on a fait un appel à témoignages, et donc déjà les retours qu'on a eus, c'est des personnes qu'on connaît plus ou moins ou pas, et c'est assez étonnant. On s'attend à ça ? Bah non, pas du tout. Non, c'était assez terrifiant quoi. C'est terrifiant. Ouais, vraiment. Donc ça veut dire que quelque part en famille, dans une salle, ou quel que soit le lieu où on se trouve, il y a forcément des bien sûr. personnes qui sont touchées par ça. Oui, je rappelle que les chiffres officiels, c'est une personne sur 10 qui est victime d'inceste. Voilà. Personnellement, j'aurais tendance à penser que c'est plus. Oui, parce que c'est une personne sur 10 recensée, connue, qui a parlé. Oui, c'est ça, c'est toujours. Il y a évidemment dans ce process beaucoup de personnes qui n'en parlent jamais. Voilà. Et puis aussi, on parle que d'inceste. On parle pas forcément de toutes les autres agressions. Et chez les enfants, c'est c'est une personne dans sa vie sur 5 qui a été victime d'abus sexuels dans l'enfance. Donc si on se posait la question de savoir pourquoi on parle de l'inceste, là on a une motivation qui est assez prenante, qui dit beaucoup de choses. Donc du coup on revient à ces fameux enregistrements et à ces rencontres qui, je suppose, sont des rencontres assez... Très fortes. Très fortes. Oui. Et très riches et très généreuses. Est-ce qu'on peut savoir, sans dévoiler quoi que ce soit, comment ça se passe ? Donc on lance un appel, il y a des personnes qui répondent, comment on les rencontre, ou ça... Eh ben, ça peut être autour d'une bière, ça peut être dans un salon avec un café, ça peut être là où le temps nous le permet, et les espaces aussi qui sont choisis. Est-ce que la personne veut qu'on se rencontre dans son salon, ou au contraire dans un bar, parce que ça permet de peut-être mettre des distances aussi. Enfin voilà, c'est des choses qu'on construit ensemble aussi, où est-ce qu'on se rencontre, quand, etc. Est-ce qu'il est arrivé que tu sois la première à qui on raconte un événement comme celui-là ? Oui. Ah. Mais je tiens à dire que
parce que c'est arrivé plusieurs fois on en parlera après, mais on a fait plusieurs interventions dans ce spectacle, dans différents lieux, etc. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, ça, dans le contexte du spectacle, qu'il y ait des gens qui, pour la première fois, témoignent de leur histoire. Une fois qu'ils ont vu le spectacle. Une fois qu'ils ont vu ce spectacle, ou qui ont eu un lien particulier avec ce spectacle, avec ce projet. Et en fait, c'est pas forcément... Enfin, c'est lié au projet, mais pas que. C'est lié au simple principe juste le principe même de libérer la parole et pas comme on en parle dans les médias, c'est-à-dire il faut en parler dans les médias, etc. Enfin, il y a aussi ça, mais de dire là, aujourd'hui, on pose un cadre, on peut en parler, et quand on joue ce spectacle-là, on fait d'abord ça. Je dis ça parce que on pourrait facilement rentrer dans c'est notre spectacle qui produit ça, etc. Mais en fait, j'ai vu un autre spectacle en fait qui est mauvais. Je vais pas le citer, etc. Mais qui parle de pédophilie. Et en fait, le phénomène est exactement le même. Des personnes âgées qui n'ont jamais exprimé avoir été victimes de tels actes, etc. Qui témoignent pour la première fois par le simple principe même de juste on vient pour parler de ça. Et du coup, vous pouvez aussi en parler parce que ce spectacle sert à ça. L'intention, c'est celle-ci, et en premier, quoi. Enfin, voilà. Après, il y a le spectacle. Oui, il y a une motivation effectivement à libérer cette parole. On y reviendra parce que Antoine, tu veux dire quelque chose ? Non, mais juste effectivement pour souligner ça, c'est une donnée qui est très importante, c'est que le fait de rendre possible dans le spectacle, parce qu'il est construit comme ça chez nous, de rendre possible cette parole qui devient public de fait dans une représentation, le fait de le rendre possible, ça le rend possible aussi pour les personnes qui sont en face. Donc après c'est un principe cathartique, c'est un principe mais c'est une donnée, c'est un petit peu une bombe qu'on a entre les mains avec ce spectacle, quoi, pour ébranler un peu le système, encore une fois, qui rend possible ce genre d'acte. Quand on devient comme ça le réceptacle d'une parole qui n'a jamais été dite, ou peut-être, il y en a d'autres qui en avaient peut-être déjà parlé, mais en tout cas s'adresser à une inconnue, finalement, ça a dû être ça à certains moments, et dire quelque chose d'aussi intime et qui n'est pas facile à dire, est-ce que dans quelle mesure ça a un impact sur le rôle que toi, en tant qu'artiste, est-ce que ça rend comédienne finalement ? Est-ce que ça rend acteur ? Et est-ce qu'on se dit je suis un vecteur pour dire, et il faut, à partir du moment où j'ai reçu ça, voilà, je dois le porter. J'en reviens, Isabelle, tu m'écoutes ou pas ? J'en reviens à je suis une seule femme, mais je porte toutes ces histoires qui m'ont été racontées. Je rigole, mais... Non, mais j'ai compris. Du coup, évidemment, que je pense que ça charge le personnage, et ça charge... j'ai l'impression que du coup, quand on le joue, je suis plusieurs, quoi. Ça porte ces histoires. Oui, elle est plus grande, le personnage est plus grand que toi-même, et je crois que du coup, étant dépositaire de ces témoignages, de ces histoires, effectivement, il y a une sorte de responsabilité qui est posée sur tes épaules, et après qui est tout est tendu, et tout ça est tendu vers la création du spectacle et vers la nécessité à ce que cela existe. Donc effectivement, je trouve cette image de transmission de vecteur qui est très juste. Et en plus qui prend forme chez toi dans le spectacle, qui prend forme par différentes choses, la musique, le corps, les récits, ta réception quand tu écoutes les passages où tu écoutes les témoignages, on te voit écouter, du coup ça nous tend aussi en tant que spectateur vers cette écoute, donc on te suit dans le spectacle grâce à ce de quoi tu es dépositaire. Donc justement on peut rebondir là-dessus, parce que tu parles d'enregistrement, de musique, etc. Est-ce que vous pourriez expliquer la construction du spectacle ? Il est construit en jour, mais en même temps, à quoi est-ce que ça correspond ? Qu'on a une construction en 7 jours, donc pour nous c'est des jours, donc c'est des tableaux qui dans la Bible. C'est ce que j'allais dire, c'est une genèse. Peut-être. On laissera libre interprétation. Une création à la fin, voilà. Où on se repose. Le 7e jour. En même temps, il y a du boulot, mais... Voilà. Donc on ne se repose pas. Ouais. Au contraire.
Donc 7 tableaux qui répondent à des états ou à des outils de parole, je dirais, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas différentes manières de sortir ça. Donc pour ça on a du texte, mais on a déjà plusieurs valeurs au texte. Donc on a du récit, on a aussi du texte qui est très écrit, qui peut être slamé. Donc il y a différentes manières de dire ce texte et de raconter cette histoire. Mais il y a aussi des passages qui sont uniquement musicaux, là où du coup il n'y a pas de texte nécessaire, ou en tout cas il n'y a pas de mots, parce qu'on rappelle quand même que l'inceste est une énorme histoire de silence, la fabrique du silence, comme dit Ducy. Et puis des passages, enfin un passage de danse aussi, où qui est plutôt libérateur. Mais du coup, là où pareil, il n'y a pas forcément besoin de mots. Voilà. Et le spectacle est maillé par le kaléidoscope des émotions que tu traverses aussi face à ça. Alors justement, tu as parlé du texte. Alors aussi pour revenir sur tout ce dont tu évoques, la danse, la musique, parfois il n'y a pas de texte, on écoute. Ce sont d'autres moyens pour dire. Et en quoi la musique finalement est-elle aussi un moyen de dénoncer l'inceste, ou la danse, ou les autres arts employés ici? Il y a quelque chose qui est très très important dans ce qu'on dit, et malgré effectivement ce qu'on peut entendre dans notre discours, c'est que ce spectacle, c'est aussi l'acte de transformation de la parole et du fait. Et du coup, cet acte de transformation va vers de la musique, du corps, du récit, du slam ou du rap, du peura, comme dirait Jérémy à certains moments. Mais cet acte de transformation... Qui a créé la musique sur laquelle danse oui, il y a eu un Camille. acte de composition de la part de Jérémy. Et du coup, cet acte de transformation qu'on opère quand même malgré les apparences, parce qu'on joue avec cette frontière entre fiction et réalité. Pour Camille, les gens sortent souvent en disant mais attends, c'est son histoire, qu'est-ce qu'elle a vécu. Bon, on joue avec ça, c'est une question. Enfin, on posera pas la question comme ça, mais on peut effectivement, je te coupe, c'est pas grave. On peut se poser la question finalement, Camille, pourquoi est-ce que tu as voulu parler de l'inceste? Alors, est-ce que c'est un projet commun? Est-ce que c'est venu alors ça va peut-être aussi répondre à, enfin on revient finalement sur ce que tu disais tout à l'heure. Ça fait 2 ans que ce spectacle est en marche, donc on peut rappeler ici que le projet a démarré en mars 2023, que la première présentation a eu lieu en octobre 2024, que là il est en train de se rejouer. Alors comme l'a dit Jérémy, mais ça ne sera pas le sujet, à chaque fois, effectivement, ça libère cette parole. Donc, comment est-ce qu'on en vient, finalement, de mars 2023 quelle évolution, finalement, a subi ce travail de longue haleine, mais qui est normal. Enfin, 2 ans pour un spectacle, c'est pas non plus... ça arrive souvent, parfois c'est même plus. Au début du travail, on a commencé à bosser sur la dignité. Ça a vraiment été un thème plus large, alors. Ouais, c'est ça, plus large, avec plus large. Ok, c'est ça qui nous tient à cœur, c'est de ça dont on veut parler. Donc là, la forme du spectacle a été vraiment assez loin de ce qu'on a aujourd'hui. Et puis petit à petit, forcément, force de résidence, de travail, de discussion, on s'est recentré sur l'inceste. Déjà parce que c'est un sujet qui porte la question de la domination et donc de l'indignité par excellence. Le bouquin de Ducy, donc Anthropologie de l'inceste, le berceau des dominations. Donc il y a quelque chose déjà, l'inceste porte ce que tu disais Antoine tout à l'heure, il y a vraiment un schéma systémique dans l'inceste de ce qu'est la domination, ce qu'est l'indignité, et sujet qui me parle personnellement aussi. Ces 2 références, on les trouve dans le spectacle. Il y a des extraits de ces 2 autrices. Oui, le texte est parsemé de citations qui ont été incluses dans le texte, de la même manière que certaines paroles qui ont été enregistrées lors des témoignages. Voilà, c'est une espèce d'écriture mosaïque, quoi. Et pourquoi finalement choisir de rapporter ces paroles-là?
Qu'est-ce qu'elles avaient de puissant? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, moi, je veux que ces paroles-là, on les entende? Parce que j'ai l'impression, en les ayant lues, je me suis dit, ok, ou entendu quand elles sortent de témoignages, là, c'est très justement ça. On est au creux de la brèche. On a ce petit... C'était pas ta question? Si, non, mais j'étais en train de penser à la suivante. Non, parce que du coup, je l'ai oublié. Super. Non, mais du coup, ça donne du sens au creux de la brèche et à ce titre-là, justement, ce que tu dis. Non, voilà, c'est revenu. En fait, l'idée, c'est pas du tout de faire documentaire, quoi, quand on reprend ces paroles-là. C'est pas cette idée. Et avec les enregistrements non plus. Non, et ça revient à ce que disait Antoine sur la transformation. On sort de ça, oui, d'une transformation. Oui. Et c'est toi qui transformes. C'est nous qui transformons, quand on écrit, quand La forme même du spectacle est une transformation qu'on a écrit à 4. Donc tu viens de rappeler le titre Au creux de la brèche. Pourquoi au creux de la brèche? Alors la question est un peu simpliste, mais souvent on essaye de trouver le lien entre ce que raconte un spectacle et son titre. Quel est-il? C'est un titre assez imagé qui peut être lu sous plusieurs sens. Chacun il lira ce qui fera le lien avec le spectacle. Oui, oui, je pense, mais même déjà sans voir le spectacle, ça reste assez énigmatique au creux de la brèche. Et en même temps, c'est un sujet qui l'est plutôt dans comment il est reçu sociétalement. Mais c'est aussi la question, le fil rouge du spectacle, c'était la question de la parole. Et où est-ce qu'on trouve la lumière à travers ces histoires d'un merdier incroyable? Comment est-ce qu'on arrive à trouver cette petite brèche lumineuse? Et voilà. Et est-ce qu'on la trouve dans le spectacle, cette brèche lumineuse? Il faut venir le voir pour... Mais du coup, ma question, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui aient été dites sur la façon, pourquoi, etc., pourquoi on parle de l'inceste, mais je dirais, j'ai envie de reposer la question, mais comment on en parle? Et finalement, en quoi Au creux de la brèche est-il différent d'autres spectacles qui parlent aussi de l'inceste? On a pu voir d'autres spectacles, même nous, on a vu d'autres spectacles qui en parlent. L'idée, c'était effectivement de sortir d'une histoire seule et unique. On en a parlé au début. Voilà. Donc Antoine, tu avais l'air d'avoir quelque chose à dire. Oui, mais justement, ça c'est fondamental. C'est pas une histoire seule et unique qu'on essaye d'universaliser ou je ne sais quoi. C'est que nous, notre démarche, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui est en jeu là, comment ça fonctionne cette chose-là, du côté des agresseurs, du côté de la société, du côté des victimes. Quels sont les mécanismes qui permettent, qui rendent ça encore une fois possible? Quels sont les mécanismes de défense, de survie, de tentative de reconstruction ensuite? Et c'est là où en fait on trouve l'élargissement du sujet à plus grand qu'une histoire individuelle. Et donc dans la démarche même, il y a cette particularité. Alors, il y a un passage au jour 4 qui s'intitule « Regarde-moi ». Est-ce que tu pourrais nous révéler quelques secrets et nous dire comment est né ce texte ? Il a été construit à partir du « Regarde-moi ». Est-ce qu'on pourrait peut-être déjà en lire quelques passages, un petit extrait ? Est-ce qu'on pourrait en lire un petit extrait ? Tout à fait. Allez Camille, jour 4, regarde-moi. En lecture ? En lecture ? Très bien. Regarde-moi, moi la femme vengeresse, la femme colère, qui vomit le soir en s'abreuvant de toutes ces histoires qui sonnent en acouphènes et m'empêchent de dormir. Regarde-moi, pleine de ce silence qui pendant des années fut complice d'une série de violences et de sévices. Regarde-moi, à m'en dépatouiller avec la mort, face à la mort, aux côtés de cette mort que j'ai connue trop jeune. Regarde-moi folle parmi les saints, celle qui parle au repas de famille et à qui on dit non. Non, toi tu te tais, toi tu mens, arrête maintenant, toi tu te tais. Regarde ma honte. Regarde-moi grande ouverte, la bouche grande ouverte, les yeux grands ouverts, le sexe grand ouvert. Regarde-moi la bouche grande ouverte mais incapable de crier. Regarde-moi, moi qui prie, qui ne suis que prière.
Regarde-moi qui chante en silence. J'aimerais quiconque entendra que je crie. Là, je crois qu'on est sur quelque chose de justement par rapport à ce qu'on disait juste avant, le fait de regarde-moi. En fait, le fait même de l'inceste nie de la part de l'agresseur, nie une part d'humanité de la victime. Je me permets, pardon, de la part de l'agresseur, mais également des témoins ou en tout cas du cercle autour qui sait et qui refuse. Oui, tout à fait. Et du coup, la victime se retrouve avec une part de son humanité qui est niée et qui est souillée, qui est bafouée, et avec ce besoin, du coup, mais vital, de retrouver, de reconstruire, de retrouver une légitimité, une reconnaissance à cette part d'humanité abîmée. Et ce regarde-moi, c'est un passage où justement, tout ce qui a été oublié, tout ce qui a été annihilé, tout ce qui a été attaqué, détruit, en fait, on le met à cet endroit-là. Et c'est, du coup, ça vient du constat aussi. Tu me diras si je me trompe, mais du constat de la nécessité pour la victime d'être dans ce mouvement-là de reconnaissance et de relégitimisation d'une part de soi-même. Alors là, on voit bien que c'est une façon de raconter finalement l'inceste, mais différente, comme tu l'as dit et comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, à travers une histoire. Et effectivement, on retrouve aussi cette idée que là, on a plusieurs voix et que tu te fais ce porte-parole. Et on invitera effectivement à aller voir le spectacle pour entendre la suite de ce très beau texte qui dit beaucoup de choses et qui effectivement met en place aussi un système d'énonciation où on s'adresse à qui là ? C'est qui ce regarde-moi ? À qui on parle à qui ? Est-ce qu'on parle à une seule personne ? Est-ce qu'on parle à d'autres ? Est-ce qu'on parle à l'agresseur ? Est-ce qu'on parle voilà, je trouve que ça montre finalement la dimension que prend ce texte et c'est peut-être en cela aussi que ça libère une parole, et en tout cas ce passage-là il contribue comme le reste, hein, mais à se dire oui, allez, on parle. Et du coup, on s'adresse à la fois aux agresseurs, on s'adresse aussi à ce dont tu parlais, aux témoins, on s'adresse ou même, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais il peut y avoir des gens dans la salle qui n'ont absolument rien à voir avec ça, parce qu'ils connaissent pas de proches qui ont été victimes, parce qu'ils n'ont pas été victimes, parce qu'ils n'ont pas été agresseurs, et qui sont, qui a priori n'ont pas de contact particulier avec ça, et grand bien leur fasse. Mais par contre, on les met, on est assez frontal dans le spectacle, puisque c'est une sorte de prise d'otage du spectateur, en disant on va parler pendant 45 minutes, on va tourner autour de ça, on va rentrer dedans, on va rentrer dans les émotions, on va rentrer dans les nœuds et les nœuds insolubles que ça impose, et du coup, ce regarde-moi, c'est aussi ça, c'est le regarde-moi monde, ça existe, et il faut, c'est non seulement j'ai besoin, mais c'est ton devoir de regarder ça, de regarder ce qu'il se passe en silence. Est-ce que quelque part, au creux de la brèche, c'est faire un état des lieux de l'inceste ? Oui. En fait, l'avantage que ça a de pas raconter une histoire individuelle et du coup d'exprimer le fait de société, c'est qu'en fait on n'oublie personne. C'est-à-dire que la personne, comme tu dis, qui n'est pas concernée est de fait concernée. Parce que la responsabilité de libérer la parole, par exemple, elle est de tout le monde, elle n'est pas juste d'une personne, et du coup on peut pas, comme ça pourrait être le cas dans d'autres spectacles, dire c'est l'histoire des autres, ça n'arrive qu'aux autres. Ça on peut pas se le dire, enfin je crois pas que ce soit ce qu'on puisse dire après avoir vu Au creux de la brèche, quoi. Contrairement à d'autres spectacles où ça pourrait raconter une histoire individuelle et qui peut nous toucher tout autant par ailleurs. Donc, comment on s'adresse à l'agresseur ? Est-ce qu'on s'adresse à l'agresseur dans ce spectacle ? Donc, là, il est implicitement mis en scène dans le regarde-moi, mais est-ce qu'il y a des passages où finalement on s'adresse à lui ou à un agresseur potentiel ? Oui, je pense qu'il y a des passages. Là, je pense au jour 2, notamment, où c'est un récit de ce
que produit l'inceste, de passage de récits. Et d'adresse directe avec, tu t'adresses parfois directement à l'agresseur en lui disant tu et en ayant 2-3 choses à lui dire, quoi. Ouais. Et puis je pense que, comme vous disiez, du coup, il y a un truc où a priori, tu peux pas forcément passer à côté. Donc, je pense que si t'es agresseur, tu l'entends, quoi, ce spectacle et cette parole, et qu'en même temps, est-ce que c'est pas pour eux qu'on fait ce spectacle, je crois, et aussi évidemment, en tout cas, de s'adresser à eux. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais en tout cas que ça prenne pas une place monumentale. Non. Mais du coup, on peut supposer que si dans la salle, quel que soit l'endroit finalement où on se trouve, il y a des agressés, il peut y avoir des agresseurs. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que ça leur parle? Est-ce qu'on cherche aussi à leur dire quelque chose? Parce que c'est pas uniquement libérer la parole, mais c'est peut-être aussi aller vers autre chose implicitement que certains peuvent entendre. Et voilà, donc ça a aussi ce rôle-là. Oui. Et il n'y a pas que la parole des victimes, dans le sens que parce qu'il y a les agresseurs du coup qui sont on va dire criminels, qui ont fait un acte, voilà, et il y en a qui aimeraient mais qui se retiennent, qui se contiennent et qui ont déjà eu des pensées, ces personnes-là, il faut absolument les écouter, il faut absolument qu'elles puissent se permettre d'en parler pour justement les soutenir dans leur démarche de justement ne pas passer à l'acte, et ça c'est aussi une donnée bien plus importante, je dirais, qu'un agresseur qui est déjà passé à l'acte, parce que quelque part, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, mais qu'une fois que l'agresseur est passé à l'acte, c'est tellement beaucoup plus dur de remonter la pente, on va dire, que quelqu'un qui se contient, qui sait, qui est conscient d'avoir ces pensées-là, d'avoir ces volontés-là, ces envies-là. Une fois qu'on a vraiment passé à l'acte, en fait déjà on devient un criminel, et donc quelque part ces personnes-là, c'est pas la parole qu'il faut leur donner, en fait c'est la prison. Donc voilà, c'est pas le même enjeu en fait. Du coup, c'est parfait, parce que dans cette perspective-là, Au Creux de la Brèche existe en tant que spectacle, mais il existe aussi sous d'autres formes. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui veut parler pas simplement aux adultes, mais aussi à des adolescents. Donc l'idée, c'est... Et vous avez déjà travaillé dans des structures qui sont différentes de celles d'une salle de spectacle. Et du coup, il est présenté sous une forme qui parle de dignité, mais qui amène chez les personnes chez qui vous allez à une recréation Au Creux de la Brèche. Est-ce que vous pouvez expliquer cette démarche qui va effectivement dans le désir, il faut libérer la parole et il faut parler de l'inceste, mais aussi en partant de la dignité. Alors effectivement, ce spectacle, il est conçu pour être tout terrain et pour aller chercher tous les publics, même ceux qui n'en sont pas encore. Ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Effectivement, en fait, il s'adresse pas particulièrement aux agresseurs ou particulièrement aux victimes. Ce spectacle, il s'adresse au monde et il impose au monde de regarder et de s'emparer de ce sujet-là. Et quand on mène des expériences, des ateliers, des ateliers, des programmes. Ce qui a été le cas, vous avez déjà vous avez circulé dans différents établissements. Voilà, quand on les mène en hôpital psychiatrique par exemple, ou qu'on les mène en collège auprès de publics de primo-arrivants, donc qui sont des enfants allophones, qu'on arrive avec ce spectacle qui est quand même encore une fois assez frontal. On précise que les élèves allophones, ce sont des élèves dont la langue française n'est pas la langue maternelle, donc des élèves qui ne parlent pas
pas pour forcément certains qui français. parlent pas français, même du tout. Et du coup, on les met face à toutes ces questions-là qu'on aborde depuis tout à l'heure. Ben, on arrive avec ces questions-là et on les met dans une disposition grâce aux outils avec lesquels on arrive, les outils du spectacle, donc de la musique, de la danse, du récit, du témoignage, etc. On leur donne ces outils-là pour qu'ils répondent et ils donnent leurs réponses à eux, à ces questions d'indignité, de respect de soi, de l'autre, des limites de ça, le témoignage aussi d'expériences qu'ils ont pu vivre. Et avec cette matière-là, on recrée au creux de la brèche spécifique avec ces publics-là. Et dans l'essence de ce spectacle, il y a cette volonté d'aller notamment sur ces terrains-là. Et encore une fois, c'est en toute logique, puisqu'il s'adresse au monde pour imposer au monde ce sujet-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit assez plastique pour aller sur ces terrains, y compris avec des publics spécifiques qui sont des endroits qui sont peut-être un peu délicats, parce que aller avec un spectacle sur l'inceste en hôpital psychiatrique, on imagine que ça peut résonner tout particulièrement. Et du coup, comment on ressort de ces expériences-là qui vont quand même chercher de très près le public, enfin si on peut les appeler comme ça, si on peut appeler ces jeunes ou ces patients, comment on en ressort quand on voit le travail qui a été fait, comment on les amène, enfin il y a plusieurs questions qui peuvent être posées, comment on les amène à parler de soi, comment on les amène à mettre en œuvre ce qu'ils peuvent trouver comme indigne. Comment on en ressort ? Souvent en pleurant, hein, Camille. Ah ouais, comme une madeleine. Il y a eu des expériences qui sont très récentes. Oui, en collège, là, tout dernièrement, et puis hôpital psychiatrique, il y a un mois, je dirais. Et oui, c'est très beau. Puis du coup, cette mise en commun des histoires, cette confiance qui se crée au sein du groupe, la bienveillance. C'est très beau. Et pour répondre à ta question, Isabelle, de comment on fait, en fait c'est comme le moment du spectacle où on pose un cadre où cette parole-là est possible. On fait la même chose dans ces ateliers-là. On crée une confiance pour que cette parole-là soit possible, et on le dit clairement. Voilà. Donc c'est un travail qui est quand même assez difficile, quand on va chercher les gens. Quand on va chercher l'intérieur, c'est un travail introspectif aussi. Est-ce qu'on a besoin de passer par ça pour vous, pour y arriver ? En même temps, nous, on n'est pas psy, c'est pas notre travail non plus, et c'est pas du tout la démarche qu'on a, parce qu'elle serait pas juste. Donc nous, on arrive avec le théâtre, la danse, avec la musique. le théâtre, voilà. Et puis on va pas leur dire raconte-moi ta life, et puis nous on veut savoir ça. Enfin, c'est pas du tout. Donc les gens savent qu'ils peuvent le faire, puisqu'il y a ce processus là qui se met en place avec les outils qu'on a. Mais par contre, ils sont évidemment libres d'aller là où ils vont et de nous donner ce qu'ils veulent nous donner. Et ils le font d'une manière ou d'une autre sur des sujets qui concernent l'inceste ou pas. C'est eux qui ont toute cette liberté-là. Mais il y a quelque chose d'important dans ces programmes. Encore une fois, c'est que nous, notre boulot, effectivement, on n'est pas psy, mais c'est cette parole-là, toute cette matière qu'on recueille. Comment est-ce qu'après elle se transforme pour en faire spectacle ? Et ça, c'est essentiel aussi dans la démarche, à la fois, comme tu le disais, Jérémy, de créer un cadre de confiance dans lequel la parole est possible, de donner les outils du coup qu'on a dans le spectacle, donc danse, théâtre, etc. Et puis après, il y a comment on transforme et comment on fait spectacle de ça. Et ça c'est cet objectif dans ces programmes qu'on propose auprès de ces différents publics est très 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 important, parce que ça donne aussi une certaine valeur à ce qui est déposé et ce de quoi on est dépositaire, encore une fois, quand les gens parlent, quoi. Est-ce que ça veut dire que ça résonne, ça sonne, ça bruisse ? Yes. Il faut espérer. Il y a toujours de la lumière, et le spectacle finit sur cette lumière, sur cette ouverture de ce n'est pas une fatalité, et on peut passer par-dessus ça, et il y a des choses qui peuvent bouger, quoi. C'est possible, et c'est pas si insurmontable que ça. Posons-nous la question ensemble, mettons-nous en mouvement ensemble, c'est possible. C'est pas insurmontable, mais il faut une certaine dose de courage.
Et d'utopie. Non, mais en tout cas, et puis l'idée, c'est pas du tout de dire qu'après, t'inquiète, on a parlé et tout va bien et la vie est belle. Évidemment, pas du tout. C'est des traces qui sont laissées à vie et ça, on en a bien conscience. Mais c'est comment le fait de parler déjà est un processus de guérison, en tout cas, qui commence, je sais pas si on parle de rédemption, mais en tout cas d'accueil de ce qui se passe et la mise en commun des histoires, je pense qu'elle est très importante. Ça résonne, ça sonne, ça bruisse. Ça veut dire qu'on est plusieurs, qu'on s'écoute, qu'on se reconnaît et qu'on peut sortir de cette solitude qui est infernale. Et quand je dis on ne fait pas ce spectacle pour les agresseurs, c'est que c'est pas l'adresse directe, qu'on n'est pas là non plus pour régler des comptes. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas si, pour expliquer des choses, pour montrer un état, montrer ce qui a été fait et ce que ça produit. Mais par contre, c'est pas un tribunal, ce spectacle. Et en fait, l'idée, c'est que même... je pense qu'il y a énormément d'agresseurs et que c'est aussi très important qu'on prenne en compte ça et que cette parole-là soit également entendue. Il y a des enfants agresseurs, des enfants incesteurs et que leur place n'est pas en prison. Mais du coup, il faut qu'on soit en capacité aussi d'entendre ces paroles et de... je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Si, c'est très clair, oui. Ok. Donc il faut aussi préciser que Claire-Marie Réau et Nicolas Buvat ont joué un rôle dans la création de ce spectacle. Est-ce que Camille, tu peux préciser lequel ? Oui, ça a été des aides, des regards et puis donc pour la musique pour Nicolas et pour la danse et le corps pour Claire-Marie qui ont été présents et présentes pour nous accompagner, pour préciser des choses. Merci à eux, c'était chouette. Donc c'était un podcast sur Au creux de la brèche. Il faut casser le fil. Oui, tout à fait. Eh bien, merci Camille, merci Antoine et merci Jérémy. Merci Isabelle. Merci. Hop, c'est dans la boîte. Allez.